Dans cette interview choc, Philippe de Villiers nous alerte sur les dangers de l'implication de l'OTAN dans le conflit ukrainien. Écoutez ces propos, puis nous les analyserons ensemble pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui à l'échelle mondiale. Je regarde l'évolution des événements récents. On dirait que la machine s'emballe. Et je vais être très précis dans mes propos pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais en étant précis, il faut avoir conscience de la situation qui n'est pas sans rappeler une période de notre histoire. Moi, j'étais tout petit, je m'en souviens. Les fusées de Cuba, les missiles de Cuba, où on a eu face à face Kennedy-Khrouchtchev, puis le téléphone rouge, et plusieurs jours du 17 octobre au 25 octobre, où nos professeurs nous disaient dans les classes peut-être qu'on va à la guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, dans des situations d'extrême tension, tout se joue sur une susceptibilité, sur une vanité, sur l'hubris. Et quand on connaît bien l'histoire de France et l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde, 1870, 1914, 1940, on a eu l'hubris, on a eu la vanité, on a eu la susceptibilité, le petit caillou dans la chaussure. Et on a eu la guerre. Et donc quand j'écoute les politiciens français, je suis affolé par leur inculture historique, leur insouciance et leur légèreté. Alors examinons la situation. La première chose qui nous frappe, c'est que le front, la ligne de front se déplace. Les troupes ukrainiennes perdent en moyenne 30 km par jour. La population ukrainienne est épuisée, notamment à la suite de l'attaque massive des missiles russes sur les installations, sur les infrastructures électriques. Et troisièmement, il y a une asymétrie homme-matériel entre Kiev et Moscou qui grandit. J'en veux pour preuve que lorsqu'il y a eu l'attaque des missiles russes, le système d'interception ukrainien n'a pu intercepter que 40 missiles sur 200. C'est quelque chose que les spécialistes prennent en considération. Donc la ligne de front se déplace. Ensuite, deuxième élément, l'équilibre géostratégique se déplace aussi. L'élection de Donald Trump change la donne pour deux raisons majeures. Et ça, c'est le 20 janvier prochain. La fourniture des armes à l'Ukraine va se tarir. On le sait puisqu'il l'a dit, et son entourage le dit. Ça ne peut pas être plus clair. Et deuxièmement, et ça va plus loin, en fait, l'OTAN va être désossée. L'OTAN va vivre ce que Macron avait appelé son état de mort cérébrale. Pourquoi? Parce que Trump n'est pas du tout intéressé par l'OTAN. Trump regarde du côté du Pacifique. Et donc, l'Amérique ne sera plus une force de guerre, mais une force de paix, à partir du 20 janvier. C'est l'entre-deux qui est difficile, qui est délicat. Deuxième élément dans l'équilibre géostratégique qui se déplace, c'est l'Europe. En fait, l'Europe aujourd'hui est à bout de souffle, elle est groggy, elle est partagée, elle est dans la cacophonie. Il y a deux partis, il y a le parti de la guerre, le parti de la paix. Et dans le parti de la paix, maintenant, il y a non seulement Orban, le président de l'Europe en exercice, le président hongrois, mais aussi il y a Scholz. Et c'est pas rien puisque Scholz a pris l'initiative, sans en parler à la France, d'appeler Poutine, donc de rétablir le contact.
Parce que l'Allemagne veut la paix. Elle est déjà dans le processus de paix. Alors que Macron est, comme d'habitude, comme un joueur de poker, comme un joueur du Touquet, dans la provocation. En parlant de démarches escalatoires, voilà, dans des néologismes qui n'ont rien à faire avec la nécessité de calmer le jeu. Troisième élément, et c'est le plus important, et c'est celui qui est le plus inquiétant, c'est que par le jeu des garanties, par le jeu des alliances, le conflit est en train de changer de nature. D'abord, il y a l'arrivée des troupes coréennes du Nord, donc qui change le conflit de nature puisque la guerre devient mondiale. On n'est plus seulement dans l'international. La Corée du Sud, c'est pas tout près. Et donc, c'est un élément clé. Ensuite, le deuxième élément, c'est Biden. Et là, j'arrive au cœur du sujet. La décision de Biden d'autoriser les frappes à longue portée sur le territoire russe a une conséquence que très peu de gens ont vue. C'est que Biden, c'est l'OTAN. Nous aussi, on est l'OTAN. Et donc là, c'est l'OTAN qui frappe la Russie sur son territoire. Et donc, pourquoi je parle de changement de nature? Parce que nous sommes maintenant dans la co-belligérance. C'est-à-dire que c'est plus une guerre entre l'Ukraine aidée par les uns et les autres, les Européens et les Américains, contre la Russie, c'est l'OTAN contre la Russie. Donc l'Amérique et l'Europe contre la Russie. Nous sommes co-belligérants et on ne nous a pas demandé, on n'a pas demandé aux Français leur avis. Nous sommes dans la guerre, ça y est. Et le troisième élément, qui d'ailleurs renforce le second, dans l'inquiétude, c'est que Vladimir Poutine a donc annoncé un changement de doctrine nucléaire. Alors quand il a changé sa doctrine nucléaire, la plupart des observateurs occidentaux ont dit c'est du bluff. Sauf que il vient de se passer un fait incroyable que les Français, la presse française ne commente pas. Elle est la seule à ne pas le commenter. C'est l'envoi d'un missile, d'un nouveau type qui normalement porte une charge nucléaire, un ICBM. C'est un missile à moyenne portée, mais qui est destiné à porter une charge nucléaire Mirv, c'est-à-dire avec plusieurs possibilités de frapper plusieurs cibles. Donc en fait, c'est l'avertissement de Poutine qui nous dit « je peux vous envoyer désormais des missiles avec des charges nucléaires ». Donc en fait, on est dans une situation où tout le monde joue à la roulette russe. Et on spécule, j'entendais le ministre Barrot, chez Sonia Mabrouk, qui disait mais non, etc. Et hier, le ministre Lecornu disait non. Bon. Mais non, pourquoi? Attendez, on joue à la guerre à pile ou face, là? Et moi, en cette circonstance, je pense à des grands diplomates qui nous ont précédés. Il faut toujours les écouter et reprendre ce qu'ils ont dit. Le premier, c'est Kissinger, qui avait dit il faut toujours se mettre à la place de celui qui est en face de soi et ne jamais lui prêter les traits de sa psychologie, de notre psychologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander ce que nous on pense. C'est-à-dire que nous on est des bluffeurs, les Occidentaux. On joue avec le verbe, le mentir vrai. Mais les Russes ne sont pas comme ça. Et il y en a un qui l'a expérimenté, c'est Napoléon. Il disait à Murat et aux autres, mais non, ils ne vont pas brûler Moscou, ils ne vont pas fuir. Ben, ils ont brûlé Moscou. Rostopchine, Poutine, c'est une parenté. Moi, je connais bien les Russes. C'est un peuple qui est au premier degré. Et les Russes sont prêts à mourir.
Et en fait, ils ont pour nous un mépris que sous certains aspects on pourrait comprendre. Et ils méprisent ceux qui mentent, et qui mentent à leur peuple, par démagogie. Parce que dire aux Français aujourd'hui, il n'y a aucun problème, c'est du bluff, et tarte ta gueule à la récré, c'est un comportement d'enfanté. On n'est pas avec McFly et Carlitos sur les pelouses de l'Élysée, là. C'est sérieux, voilà. La deuxième phrase, elle est de Talleyrand, écoutez-la bien et méditez-la. Il disait je connais 1000 manières de faire sortir l'ours de sa tanière, mais aucune manière d'y rentrer. Donc, piquer avec des épingles l'ours russe, c'est prendre des risques. Le risque du coup de griffe. Et puis enfin, le président de la Serbie qui a dit, le président Vučić, qui a dit il y a 10 éléments qui nous conduisent à la catastrophe mondiale. Il s'arrête et il ajoute aujourd'hui, il y en a 9 de réunis. Et un journaliste lui demande et quel est le 10e? Le 10e, c'est la bombe atomique. Voilà ce que vous pouviez nous dire sur les questions internationales et ce conflit en Ukraine. Et ce que dit M. Soutou, qui était un grand diplomate que j'avais connu avec Marie-France Garot et Philippe Séguin, Georges-Henri Soutou, il vient de faire un livre magnifique sur la rupture entre l'Ouest et l'Est, entre l'Occident et la Russie, très grave. Et il dit, nous sommes peut-être à la veille du 3e suicide de l'Europe. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'OTAN a abandonné son rôle traditionnel de défense collective pour devenir un acteur direct dans une guerre par procuration contre la Russie. Comme Philippe de Villiers l'a justement souligné, nous sommes désormais dans une situation de co-belligérance. En fournissant des armes, des renseignements stratégiques et un soutien logistique à l'Ukraine, l'OTAN franchit des lignes rouges que Moscou considère comme des menaces existentielles. Cette escalade ne fait qu'approfondir la fracture entre l'Occident et la Russie, tout en nous rapprochant dangereusement d'un conflit global. L'implication croissante de l'OTAN soulève une question cruciale, jusqu'où cette alliance est-elle prête à aller? Cherche-t-elle une victoire militaire totale contre la Russie? Une telle ambition semble non seulement irréaliste, mais aussi suicidaire, car elle pousse la Russie à envisager l'usage d'options extrêmes, y compris l'arme nucléaire. Vladimir Poutine a récemment modifié sa doctrine nucléaire, signifiant que l'option atomique n'est plus un tabou. Cette réalité devrait alarmer tous ceux qui prennent les décisions aujourd'hui. Philippe de Villiers a raison de rappeler les leçons de l'histoire. La crise des missiles de Cuba en 1962 avait failli plonger le monde dans une guerre nucléaire. Ce qui l'a empêché? Le dialogue direct entre Kennedy et Khrouchtchev, une diplomatie courageuse qui a prévalu sur la logique de confrontation. Où sont aujourd'hui les dirigeants capables d'adopter une telle approche? L'Occident s'enferme dans une escalade perpétuelle, jouant à une roulette russe dont les conséquences pourraient être irréversibles. Ce sont les peuples qui paient le prix de ces choix dangereux. Les Ukrainiens subissent des destructions massives de leurs infrastructures et un quotidien insoutenable. Les Russes, de leur côté, souffrent des sanctions économiques qui n'ont, paradoxalement, pas affaibli le régime de Poutine mais renforcé son discours anti-occidental. L'Europe elle-même se trouve fragilisée, économiquement et politiquement, face à un conflit qui semble sans issue. Comme l'a souligné de Villiers, 9 des 10 facteurs menant à une catastrophe mondiale sont déjà réunis. Le dernier, c'est la bombe atomique. À force de provoquer l'ours russe, nous prenons un risque colossal, celui d'un conflit nucléaire. Il est urgent pour l'OTAN et ses membres de reconnaître leurs responsabilités. Chaque livraison d'armes, chaque déclaration belliqueuse, nous rapproche un peu plus d'un seuil irréversible. Cependant, tout n'est pas perdu. Des initiatives, bien que timides, existent encore. Le chancelier allemand Olaf Scholz a pris l'initiative de dialoguer directement avec Poutine, prouvant que la diplomatie est encore possible. Mais ces efforts doivent être multipliés et devenir une priorité absolue. Ce conflit n'est pas qu'une guerre régionale, il a des répercussions globales et menace la paix mondiale. La conclusion est claire, l'histoire jugera sévèrement les dirigeants qui auront choisi l'escalade au détriment de la diplomatie. Comme le rappelle Philippe de Villiers, il faut comprendre son adversaire, et non lui prêter nos propres schémas mentaux. L'heure n'est plus à la vanité ou à la susceptibilité,
mais à la sagesse et au pragmatisme. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'OTAN doit revoir sa stratégie et privilégier une solution diplomatique? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci de votre soutien, et à très bientôt.